Chapitre 10. L'agent secret. Il y a peu de critiques à faire sur Amsterdam, sinon que cette ville a trop de canaux, trop de touristes, et que la plupart de ses immeubles semblent avoir été construits avec un jeu de Lego incomplet. Et puis, les Hollandais mettent de la mayonnaise sur leurs frites. Mais si vous aimez le vélo, les rues pavées, les échoppes de fleurs et les églises, vous pourriez tomber plus bas. Nous étions arrivés le lendemain matin de notre départ. Depuis Ostende, nous avions fait de l'autostop. Amsterdam a un autre avantage. Après 3 heures passées avec un chauffeur de camion, un vendeur de fromage et un jongleur professionnel qui nous avait déposés dans le centre-ville, nous nous étions aperçus que presque tout le monde parlait anglais. Heureusement, à peine avions-nous commencé à chercher Amstel-Ijbaan que nous étions déjà complètement perdus. Les panneaux de signalisation étaient incompréhensibles, pour ne pas dire illisibles. Jamais nous n'aurions réussi à trouver notre chemin si nous n'avions pas interrogé les passants. Mais ce n'était pas toujours facile. Moi. Excusez-moi, nous cherchons Amstel-Ijbaan. L'autochtone, amical. Suivez le canal, tournez à gauche au canal, continuez jusqu'à ce que vous trouviez un canal. C'est situé sur un canal. Amsterdam possède des centaines de canaux qui se ressemblent tous. En fait, si vous allez en vacances à Amsterdam, il vous suffira de prendre une seule photo et de la faire tirer en une douzaine d'exemplaires. Nous avions erré pendant 1 heure et demie avant d'atteindre enfin notre but. Un édifice bas et carré, à la sortie de la ville, construit sur l'unique terrain dégagé existant. À l'image du bâtiment lui-même, l'enseigne était vétuste et nécessitait quelques réparations. On y lisait « Amstel is Ben ». Il n'y a pas de thé, remarquai-je. Oh, ça ne fait rien, je n'ai pas soif, répondit Tim. Une vieille femme se tenait assise derrière un guichet vitré. Soit elle avait une maladie de peau, soit la vitre avait besoin d'un coup d'éponge. À notre approche, la caissière posa le livre de poche avachi qu'elle était en train de lire et leva sur Tim un regard soupçonneux. Je réalisai que peu de gens devaient patiner à cette époque de l'année. Le hall d'entrée était vide et l'établissement silencieux. Une affiche défraîchie annonçait la ciserée sur glace. Allez savoir pourquoi, j'éprouvais un certain plaisir d'avoir manqué ce spectacle. Connais-tu Monsieur Alpan? Demanda la femme. On eût dit qu'elle se gargarisait. C'est l'effet que produit le hollandais sur les étrangers. Tim la dévisagea. Welke wilt u? Poursuivit-elle d'un ton revêche. Pas besoin d'être Einstein pour deviner ce qu'elle disait. Après tout, cette femme vendait des tickets d'entrée, et c'est ce dont nous avions besoin. Pourtant, Tim restait là, figé sur place, marmonnant des mots qui ressemblaient vaguement à de l'allemand de classe maternelle. Je décidai d'intervenir. Verkaartjes alstublieft, dis-je à la caissière en poussant quelques pièces de monnaie sur le guichet. Elle émit un grognement, nous tendit 2 tickets, puis replongea dans son livre. Que lui as-tu dit s'étonna Tim. 2 billets d'entrée. Quand as-tu appris à parler le hollandais Sur le ferry. J'ai feuilleté une méthode à 6000. Le visage de Tim s'illumina. Tu es génial, Nick. N'exagérons rien, c'est la seule phrase dont je me souviens. Après que nous eûmes franchi une porte à double battant, les bruits de la patinoire nous parvinrent. Ou plus exactement, la musique qui grésillait dans les haut-parleurs. Je m'aperçus que Tim s'était procuré une paire de patins. Nous sommes là pour trouver 86, Tim, pas pour patiner. 86, c'est peut-être sur la glace. D'accord, mais tu sais patiner Si je sais patiner Si je sais patiner Tim ne savait pas patiner. Il tomba 3 fois, avant même d'atteindre la piste de glace. Je l'abandonnai à son sort pour partir à la recherche de l'agent secret. Comment le reconnaître Je l'imaginais mal portant un macaron avec le chiffre 86 inscrit dessus. Un tatouage peut-être. Je décidai de repérer tous les gens d'allure bizarre ou déplacés. L'ennui, dans une vétuste patinoire hollandaise en plein été, c'est que tout le monde a l'air déplacé. On eût dit l'intérieur d'un hangar d'avion. La patinoire était immense. De forme rectangulaire, elle était entourée par 5 rangées de sièges en plastique disposés en gradins, avec une cabine de surveillance à une extrémité et la terrasse en ciment d'un café à l'autre bout. Tout était miteux, démodé et froid.
La glace fumait littéralement, saisissant l'air chaud de l'extérieur pour le refroidir. La demi-douzaine de patineurs qui évoluaient sur la piste se fondaient dans la brume comme d'étranges fantômes dansant. Il y avait également une poignée de spectateurs. Parmi eux, une vieille dame qui tricotait. Elle avait peut-être 86 ans, mais je doutais qu'elle fût agent secret. Un vendeur de glace se tenait dans un coin. La mine déprimée, personne ne lui achetait d'esquimaux. Aucun des prix affichés n'approchait le chiffre 86. Il y avait aussi un barbu en manteau blanc. Il brandissait une petite pancarte dans chaque main, un 8 et un 6. Mon cœur fit un bond. Mais le barbu reposa les pancartes sur une pile et je réalisai qu'il était en train de nettoyer les cartons de notes des juges. Je jetai un coup d'œil du côté de Tim. Il était encore tombé. Ou alors, il essayait de patiner sur le nez. Cependant, il y avait un excellent patineur, un vrai professionnel, vêtu d'une tenue noire. Si vous avez déjà regardé de bons patineurs, vous savez qu'ils évoluent sur la piste sans paraître fournir aucun effort. On dirait qu'ils volent. Eh bien, cet homme en noir avait cette même allure pleine d'aisance. Je l'observais tandis qu'il décrivait une immense figure en 8, puis tournait le dos à la piste pour continuer mon inspection. C'est à ce moment-là que je les vis. Ils se tenaient assis au milieu du rang le plus élevé, leurs longues jambes étendues sur les dossiers du rang inférieur. L'un était grand et mince, en complet gris et nœud papillon. Un jour, il avait dû avoir une sérieuse dispute avec quelqu'un, et quand je dis sérieuse, je pèse mes mots. Le quelqu'un en question avait laissé sa marque, sous la forme d'une cicatrice qui démarrait au coin de l'œil gauche et descendait jusqu'au cou. Jamais je n'avais vu une cicatrice pareille. On aurait dit la fente d'une boîte aux lettres. Son compagnon était plus petit, vêtu d'un jean, d'un t-shirt blanc et d'un blouson de cuir. Sous ses cheveux gominés, son visage semblait avoir été sculpté par deux énormes pouces. Celui-là n'avait pas besoin de cicatrices. Il était naturellement laid. Pourquoi les avais-je remarqués? C'est simple, ils ne regardaient pas la piste. J'eus la sensation que c'était moi qu'ils observaient, et en longeant les sièges, quelques rangs plus bas, je sentis deux paires d'yeux pivoter et se coller à moi comme des sangsues dans un marécage. Tout en marchant, je me demandais si l'un d'entre eux était l'agent 86, mais je ne me risquais pas à leur poser la question. Je préférais ne pas le savoir. La musique classique fit place à un air de jazz. Tim se mit à se trémousser. Le patineur professionnel, lui, entama un autre cercle. Le balafré et l'affreux n'avaient pas bougé, mais maintenant, ils regardaient ailleurs. Je décidai de les ignorer. Leur mine patibulaire ne prouvait rien. De toute façon, comment auraient-ils pu nous suivre jusqu'à la patinoire? C'étaient juste deux types à l'air bizarre qui profitaient de leur jour de congé. Où était donc 86? Je grimpai jusqu'au dernier rang pour jeter un coup d'œil au siège 86 qui était vide, et me retourner face à la piste. Assis sur la glace, Tim secouait la tête d'un air dépité. Soudain, je faillis pousser un cri de joie. Le patineur en tenue noire venait d'effectuer deux figures autour de Tim. Les lames de ses patins avaient dessiné sur la glace un 8 et un 6. Je redescendis en courant. Grave erreur. J'aurais dû dissimuler mon excitation. Je ne m'en rendis pas compte sur le moment, mais je regrettais cruellement par la suite. Le balafré et l'affreux m'avaient observé. Le costume noir se trouvait dans les vestiaires, mais le patineur n'était plus dedans. Il prenait une douche. Enfin, il sortit de la cabine, une serviette blanche nouée autour de la taille. C'était un homme athlétique, aux épaules carrées et au torse puissant. L'eau luisait sur ses muscles. Il avait la peau pâle, un peu grise, et des yeux qui me rappelaient vaguement notre vieil ami McGuffin. Il s'assit entre Tim et moi sans paraître nous remarquer. Je me penchai vers lui en chuchotant. 86 ? L'homme fit comme s'il ne m'avait pas entendu, puis tourna lentement la tête pour me dévisager d'un regard inexpressif. « Je ne vous connais pas, » dit-il. « J'adore le patinage, » intervint Tim. « Vous faites toujours ce genre de figure ?»« Oui, et alors ?» répondit-il dans un anglais presque parfait, teinté d'un léger accent américain. « Je suis un ami d'un de vos amis, » expliqua Tim. « Un certain McMuffin. »« McGuffin, rectifiai-je.
Le patineur secoua la tête. L'eau s'égoutta de ses cheveux. Je ne connais personne de ce nom. Tim sourit. Il jouait au détective privé, plus glacé que la glace de la patinoire. Il y a autre chose que vous ne savez pas. MacGuffin est mort. La nouvelle le laissa froid. Qui êtes-vous? Demanda-t-il. Je m'appelle Tim Diamant, je suis détective privé. Et vous, monsieur? Questionnai-je. Rochemore. Hugo Rochemore. Désolé d'apprendre la mort de votre ami, mais je ne peux pas vous aider. Je ne suis qu'un patineur, rien de plus. Pendant un moment, je le crus presque. Mais les figures tracées sur la glace ne pouvaient être une simple coïncidence. Et sans l'agent 86, nous étions perdus. Je fis une dernière tentative. Je vous en prie, monsieur Rochemore, aidez-nous. Toujours pas de réaction. Je me souvins alors du ticket trouvé dans la chambre d'hôtel de MacGuffin, qui nous avait conduits jusqu'ici. Il était toujours dans ma poche. MacGuffin nous a donné ça, monsieur Rochemore, dis-je en lui montrant le ticket, avant de mourir. Rochemore prit le ticket. J'eus l'impression d'avoir prononcé le mot de passe ou d'avoir appuyé sur le bon bouton. Une lumière avait brillé dans ses yeux. Très bien, dit Rochemore. Allons boire un verre. Il nous guida jusqu'à la terrasse de café que j'avais aperçue un peu plus tôt. On y avait une vue d'ensemble sur toute la patinoire. Pourtant, soit parce que la température extérieure s'était encore réchauffée, soit parce que la glace s'était refroidie, la brume était si dense qu'on voyait à peine au travers. Deux silhouettes se dessinaient vaguement et je crus reconnaître le balafré et l'affreux, mais ils étaient trop loin et la brume les engloutit. Rochemore avait commandé un coca pour lui et pour nous des laits frappés, qui aurait été meilleur si quelqu'un avait pensé à frapper le lait. « Je ne peux pas vous apprendre grand-chose, » commença Rochemore. « Je travaille un peu pour les services secrets hollandais. »« Quel genre de travail ?» demanda Tim. « C'est un secret, mais je peux dire ceci. On m'a donné l'ordre de veiller sur MacGuffin pendant son séjour ici. Son patron, M. Waverly, voulait à tout prix retrouver Charon. Pourtant, une chose m'intriguait. » Poursuivit Rochemore après une hésitation. Waverly avait omis de préciser un détail à MacGuffin. « Vous voulez dire que Waverly lui cachait l'information ?» m'étonnai-je. « Tout juste. Il existait un lien entre Waverly et Charon, comme si, d'une certaine façon, ils se connaissaient. Jake sentait qu'il y avait quelque chose de louche dans cette affaire, mais il ne savait pas quoi. Un lien entre Waverly et Charon? Impossible! N'était-ce pas Waverly qui voulait retrouver Charon? Tout cela était très déroutant. Que venait faire MacGuffin en Hollande? Jake avait suivi Charon jusqu'ici, répondit Rochemore en finissant son coca. La dernière fois que je l'ai vu, il projetait d'aller fouiller une vieille maison située en dehors de la ville. Vous savez laquelle? Oui, la villa de Winter. Elle se trouve à une vingtaine de kilomètres d'Amsterdam. Vous pourriez nous y conduire? Ça risque d'être dangereux. Très juste, approuva Tim. Vous entrerez le premier. Le regard de Rochemore erra un instant entre Tim et moi. Je crois qu'il avait du mal à nous situer. Mais la nouvelle de la mort de MacGuffin l'avait secoué. Il voulait nous aider. Bien, dit-il. La patinoire ferme à 6 heures. Revenez à 5h30. Je vous conduirai là-bas ce soir. Très bien, à tout à l'heure, monsieur le patineur, murmurai-je en me levant. Ouais, et gare au bobo, Hugo, crut bon d'ajouter Tim. J'essayai de distinguer les deux silhouettes à travers la brume, mais la patinoire était vide. Les deux affreux étaient partis. Après avoir passé l'après-midi dans Amsterdam, nous étions de retour à la patinoire à 6 heures. Bien qu'il fût encore jour, la patinoire semblait baignée dans une sorte de nuit polaire artificielle. La caissière partie, les lumières éteintes, c'est à peine si les fenêtres, avec leurs vitres givrées et leurs barreaux, laissaient entrer la lumière extérieure. La patinoire elle-même était silencieuse et déserte. Un voile de brume flottait toujours à la surface de la glace. Il n'y avait plus de musique. Seule la machine à fabriquer la glace restait en activité. On l'entendait bourdonner et siffler, telle une mystérieuse créature mythique, et ses tuyaux s'étiraient comme des tentacules frigorifiant tout ce qu'il touchait. « Où est-il » soufflai-je à mi-voix. L'air glacial s'empara de mes paroles pour les emporter dans les chevrons du plafond. « Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il »
Je pouvais presque entendre l'écho. Sur la glace, la brume tournoyait et glissait vers nous. « Mais que ?» bourdouilla Tim. Il y avait quelque chose sur la patinoire, juste au milieu, un petit tas, comme une pile de vêtements. « Attends-moi ici, Tim. » J'enjambai la barrière et m'avançai prudemment sur la glace. Le froid s'infiltra à travers mes semelles. Un de mes pieds glissa, mais je réussis à garder mon équilibre. J'entendais les tuyauteries ronronner doucement. La brume s'enroulait autour de mes chevilles. J'avais envie de courir, mais j'étais obligé d'aller doucement. J'arrivai enfin devant ce qui ressemblait à un tas de vêtements. C'était Rushmore. On l'avait sans doute abattu au moment où il traversait la patinoire à notre rencontre. Quelqu'un avait découvert qui il était et s'était arrangé pour qu'il ne nous aide pas. L'agent secret avait reçu 2 coups. Les lames étaient encore enfoncées dans son dos, l'une entre les épaules, l'autre au-dessus de la taille. Autour de son bras tendu, il y avait une flaque de sang, déjà solidifiée par le froid. Je jetai un dernier regard sur le corps de Rushmore et sur les lames, longues et argentées, à l'usage si terriblement approprié. Car celui qui avait tué Hugo Rushmore, patineur professionnel et espion, ne s'était pas servi d'un poignard. Il l'avait assassiné avec une paire de patins à glace.